Bonjour à tous et bienvenue dans cette Web TV, première d'une longue série puisque nous aurons le plaisir de faire un roadshow dans toute la France pour parler de la digitalisation du secteur de la chimie, une Web TV à l'initiative de France Chimie, de l'OPCA-DEFI et de l'EDEC. Ravi d'être avec vous. Nous célébrons le lancement du plan numérique de la branche et pour ce faire, nous avons choisi un format innovant pour parler du digital. Tout ça fait sens, vous allez me dire. Et j'aurai le plaisir d'animer ces tables rondes et cette émission avec des invités prestigieux qui seront sur ce plateau. Nous allons commencer avec une parole d'experts qui sont autour de moi. Ce sera dans quelques secondes. Après quoi, nous aurons le plaisir de découvrir l'outil d'autodiagnostic de maturité des entreprises dans le secteur de la chimie. Et à la fin de cette émission, nous aurons des retours d'expérience de professionnels de l'industrie de la chimie qui nous expliqueront leur cheminement, comment s'est passée leur histoire de la digitalisation de leurs entreprises et de leurs usines. Voilà pour le programme. Je vous propose de commencer tout de suite sur la première partie de cette émission, c'est-à-dire parole d'experts. Alors effectivement, nous avons des experts sur ce plateau. Je vais commencer par vous, Serge Lost. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes Managing Director chez Accenture, ça veut dire que vous êtes associé chez Accenture. Et tout à fait. Tout à fait, vous avez un petit micro, donc ça devrait fonctionner. Et vous êtes professionnel, vous êtes expert dans le domaine de la chimie. Oui, ça fait 20 ans que je fais du conseil. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être là. Ce matin, j'ai fait terminé mes études de l'autre côté de la rue, en fait, et je suis un breton d'adoption. Vous savez où est la cafette. Voilà, donc c'est un vrai plaisir. Et puis, sur le sujet du digital, je pense qu'il ne faut pas oublier que la Bretagne est une terre où il y a eu énormément d'innovations. Le Minitel est né à côté d'ici, et puis il y a eu depuis beaucoup d'innovations liées au secteur du numérique. Parfait. On va en parler dans quelques instants. On va parler également de votre rôle dans ce plan numérique dans quelques instants. Également à mes côtés, Bernard Alberti. Bonjour Bernard. Alors, bonjour, vous êtes associé gérant de QLab. Oui. Et vous êtes également, vous avez quelques années, peu, hein, on va faire juste une petite trentaine. Une petite trentaine d'années dans le secteur de la chimie. Dans l'industrie. Hein. Dans l'industrie de la chimie, donc votre point de vue va nous être très intéressant. Et également, avec nous, nous avons le plaisir d'avoir Robin Sella. Bonjour Robin. Bonjour. Vous êtes expert transformation industrie 4.0 chez EPO. OPO, pardon, excusez-moi, ma langue a fourché. Chez OPO. Et vous aussi, alors vous avez pas mal d'expérience dans le domaine de la 4.0. Et oui. D'ailleurs, vous avez, pour les personnes qui sont dans cette salle, vous aurez le plaisir de présenter tout à l'heure une modélisation de l'industrie 4.0 avec la création d'une agrafeuse. Exactement, ce qui est en fait une usine de formation, un outil de formation qu'on utilise et puis qui permet de réaliser qu'est-ce que c'est qu'une transformation 4.0. Voilà. Parfait, on va en reparler dans quelques instants. J'ai commencé par vous, Serge, si vous me le permettez. Est-ce que vous pourriez préciser votre rôle dans ce plan numérique ? Donc Accenture a signé un partenariat avec France Chimie pour une durée de 2 ans pour accompagner la filière dans l'accélération de la transformation numérique. Donc Accenture, c'est un très grand groupe à l'échelle mondiale, on est 1,5 million de personnes. Donc on a une expérience cumulée qui est très importante, internationale dans tous les secteurs et notamment dans le secteur de la chimie. On est aussi très engagé dans la société. En fait, Accenture participe à des formations et donc c'est un grand plaisir de pouvoir travailler avec France Chimie sur ce sujet du digital, qui est un sujet important en fait pour les industries chimiques. C'est vraiment le message que je voudrais faire passer ce matin, mais qui n'est pas non plus un sujet que de grands groupes. C'est aussi un sujet pour des plus petites entreprises avec des enjeux qui sont tout à fait intéressants. Alors justement, parlons de ces enjeux. Pourquoi quels sont les enjeux macroéconomiques, stratégiques pour la filière et pour les PME qui nous regardent et qui sont dans la salle, selon vous, Serge ? Alors, si on prend l'industrie de la chimie avec un prisme français, c'est un grand secteur. On parle de à peu près 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un secteur qui est aussi très fortement contributeur pour la balance des paiements françaises. C'est un des principaux secteurs exportateurs. Je pense que c'est même plus gros souvent que le secteur aéronautique dont on parle beaucoup. Donc c'est vraiment un énorme moteur. Ça s'explique par 2 choses. D'abord par la vitalité des entreprises implantées en France, les grands groupes, mais aussi des entreprises de taille intermédiaire et plus petites entreprises.
mais aussi par la vitalité des entreprises qui utilisent les produits de la chimie, parce que la chimie est une industrie qui est au service de ses clients, qui permettent de créer de l'innovation. Et donc, on a des champions français dans pas mal de secteurs, et ça, c'est quelque chose qui est un moteur important pour la chimie. Ceci dit, quand on regarde l'industrie chimique au niveau mondial, l'industrie chimique française et l'industrie chimique européenne a perdu des parts de marché. Aujourd'hui, l'industrie chinoise, par exemple, c'est d'un ordre de grandeur 20 fois plus important que l'industrie chimique française. Alors, les groupes français et européens se sont implantés en Chine, mais on assiste quand même à l'émergence d'un certain nombre de champions internationaux. Donc, il y a des enjeux pour le secteur de la chimie qui tournent autour de deux principaux axes. Un premier enjeu qui est lié à l'innovation, donc de pouvoir accompagner les clients dans leurs enjeux, mais également de pouvoir continuer leur transformation et de traiter les enjeux environnementaux. Le deuxième enjeu, c'est un élément qui est lié à la poursuite des efforts sur la compétitivité économique, sur lequel l'Europe ou la France, on est dans des régions sur lesquelles le coût de l'énergie est plutôt élevé, sur lequel le coût des matières premières, notamment tout ce qui est hydrocarbone, est plutôt cher également. Donc voilà, il faut se différencier. Et dans ces deux dimensions, de notre point de vue, clairement le digital peut apporter des solutions, à la fois sur ces sujets d'innovation, mais également sur les enjeux de compétitivité. Vous parliez dans la préparation de cette émission d'un maillage territorial en France qui serait un petit peu différent de ce qu'on peut voir par exemple chez nos voisins européens, en Allemagne en particulier, ce qui justifie l'enjeu d'aller sur le digital pour l'industrie de la chimie. Oui, quand on regarde l'industrie chimique européenne, j'étais en Allemagne la semaine passée, vous regardez des sites industriels en Allemagne sont souvent beaucoup plus concentrés ensemble, alors qu'on a un tissu industriel plus diffus en France. Ce qui peut poser parfois des problèmes de compétitivité économique, les coûts logistiques et la complexité de la supply chain est plus importante. Et donc là, le digital peut permettre de contribuer à cette compétitivité, mais également à proposer davantage de réactivité à des clients. Si on prend par exemple ce qui est en train de se passer dans un certain nombre d'industries aval, je prends par exemple le secteur de la chaussure. Lorsque Adidas décide de réimplanter des usines de chaussures en Europe, les supply chains vont être complètement différents, mais ça veut dire également pour les fournisseurs de matières premières pour fabriquer des chaussures, ça va être complètement différent. Adidas a annoncé un investissement pour une usine qui va fabriquer 1 million de paires de chaussures de manière très customisée. Ça veut dire que les fournisseurs des matériaux qui sont utilisés dans les semelles ou dans les autres parties de la chaussure vont devoir s'adapter, apporter des solutions nouvelles. Et ça, le digital est également contributeur à ça. Alors du coup, vous participez à ce plan de la branche autour du digital. Est-ce que vous pourrez nous présenter ce plan, l'objet de cet accompagnement? Qu'est-ce que ça va donner par la suite? Alors le plan en fait a deux objectifs. La première chose, c'est de pouvoir mobiliser les entreprises, donc faire comprendre que les enjeux du digital sont significatifs, qu'il y a des cas d'usage qui sont motivants et qui permettent de répondre aux enjeux stratégiques. Monsieur Pidou disait effectivement le digital est un outil et doit être là pour répondre à des enjeux stratégiques. Donc on veut vraiment montrer que le digital permet de répondre à des enjeux stratégiques de l'industrie chimique. Le deuxième élément, c'est de pouvoir proposer en fait une contribution pour permettre, avec un certain nombre de partenaires, dont OPO, qui vont permettre aux entreprises de mettre en œuvre ces transformations numériques. Donc il va y avoir des modules de formation, mais également on va aider à recenser un écosystème technologique qui permettront d'identifier quelles peuvent être les solutions à mettre en œuvre par les entreprises du secteur de la chimie, à la fois des grands groupes, mais également des ETI. On est très conscient de cette spécificité du secteur. Très bien, merci beaucoup. Robin, je me tourne vers vous. Alors on parle de l'usine 4.0. Derrière ce terme, qu'est-ce que c'est concrètement qu'une usine 4.0? Est-ce que vous pourriez vulgariser un petit peu tout ça pour qu'on puisse tous comprendre? Surtout les personnes qui nous regardent sur la Web TV, qui ne connaîtraient pas forcément ce secteur et ce terme. Bien sûr, avec plaisir. Alors en fait, effectivement, assez souvent quand on parle de 4.0, on se demande ce que c'est. En fait, le 4.0, ça fait référence à la 4e révolution industrielle. En fait, on est dans une révolution industrielle et
les révolutions industrielles d'avant ont été amenées par des changements sociétaux, des changements technologiques aussi. On peut citer la machine à vapeur, on peut citer l'électronique. Et en ce moment, les nouvelles technologies apportent aussi des nouvelles questions et des nouvelles solutions. Les changements sociétaux, on en parlait, les enjeux de l'environnement, Serge Lost en a parlé, les enjeux aussi de personnalisation, il l'a aussi mentionné, apportent tout un tas de questions, et notamment pour les dirigeants. Et donc en fait, une usine 4.0, c'est une usine qui doit apprendre à s'organiser, donc à trouver un nouveau modèle d'organisation pour répondre à ces enjeux, en utilisant notamment les outils du digital et du numérique, mais aussi en trouvant des nouvelles manières de s'organiser, de gérer ses compétences, de piloter de différentes manières. Très bien. Et alors, Bernard, vous identifiez 10 types de technologies qui peuvent s'appliquer dans le 4.0, c'est ça? Oui, en fait, dans l'industrie 4.0, dans le cadre d'une étude qu'on a menée l'an dernier, on a à peu près fait un inventaire d'une dizaine de technologies aujourd'hui qui se déploient un peu partout dans l'industrie. Et, dans l'industrie de la chimie ou dans l'industrie en général? Au sens large. Au sens large. Et en fait, on s'aperçoit que selon les secteurs industriels, on va avoir des technologies qui vont être plus ou moins adoptées parce qu'elles correspondent à des enjeux qui sont plus ou moins importants selon l'industriel concerné. Bon, il se trouve que dans l'industrie de la chimie, il y a des enjeux qui sont bien particuliers, on les a vus, il y a des enjeux de sécurité, de traçabilité, environnementaux, et donc il y a des technologies qui sont plus propices pour apporter des réponses à ce type d'enjeu. Et alors, dans ces technologies qui seront plus propices pour l'industrie de la chimie, vous dites également que certaines sont plus propices aux PME du secteur de la chimie. Oui, parce qu'elles sont déjà arrivées à un certain degré de maturité. Je crois que c'était une bonne illustration, ce qu'on a vu tout à l'heure dans les petites vidéos. Alors, il faut nous le redire parce que les téléspectateurs n'ont pas vu les vidéos précédemment. Oui, donc on a pu voir qu'il y avait des technologies qui étaient relativement anciennes, du type le code barre, le QR code, le RFID. Donc ce type de technologie, toutes les technologies de captation de l'information, notamment, aujourd'hui, font partie des technologies qui sont arrivées à un niveau de maturité qui permettent pour les PME une adoption facile, sans grand risque. Et elles apportent des réponses tout à fait intéressantes en termes de traçabilité des flux, de gestion de la supply chain, de gestion de la sécurité. Ça, c'est le premier point. Il y a aussi toutes les technologies qui sont arrivées aussi à un bon niveau de maturité, qui sont les technologies de pilotage et d'exploitation de ces données qui sont capturées. Pour faire de la planification sous contrainte, pour faire du suivi de flux. Et puis, il va y avoir aussi toutes les technologies qui permettent de capturer de l'information pour faire un peu du prédictif ou de l'anticipatif et qui vont permettre, via de la visualisation de données, même si on ne va pas jusque la conception d'algorithmes qui vont faire de l'intelligence artificielle, déjà d'exploiter la mer d'informations qu'on aura pu capter au travers des différents capteurs placés dans l'entreprise, placés sur les produits, et qui nous donnent une richesse d'informations tout à fait exploitable. Très bien. Voilà. Alors, peut-être que pour certaines PME, ça peut être un petit peu, on va dire, ambitieux d'aller sur des technologies qui sont trop avancées. Certains peuvent identifier certains freins. Et justement, ça m'intéresse de voir quel est votre point de vue dans la salle. On va vous demander de vous munir de vos téléphones portables et de répondre à une question pour qu'on puisse en parler après. C'est très simple, vous suivez les indications qui sont à l'écran. Ou peut-être avez-vous la possibilité de faire du QR code. La question est la suivante. Quels sont les principaux freins à la transformation numérique dans les industries chimiques selon vous? Quels sont les freins que vous pourriez voir dans votre contexte à vous? Je vois que des personnes ont déjà commencé
à répondre à la question. N'hésitez pas à poursuivre la réponse. On voit quand même que la méconnaissance des potentialités du numérique semble se détacher, suivie derrière par la capacité d'investissement financière limitée. Alors ça bouge encore un petit peu, mais on a un trio qui se termine par par le manque de temps ou de personnel. C'est un peu ce qui se détache. C'est effectivement le trio de tête qui ressort d'une enquête qui a été réalisée l'année dernière par Roland Berger. Une enquête que vous pouvez retrouver dans jetravaille-dans-la-chimie.fr, qui identifie effectivement ce trio de tête. Premier, c'était manque de temps à 57%. Deuxième, un manque de capacité d'investissement. Et troisième, la méconnaissance des potentialités du numérique à 39%. Donc on est un peu dans l'épure de l'enquête qui avait été réalisée l'année dernière. Merci pour avoir répondu à ces questions. Du coup, comment on fait concrètement pour aller sur ce type de sujet, pour enlever ces freins? Robin, selon vous, quelles sont les best practices pour... voilà, on voit qu'on est tous dans notre run, dans notre quotidien, dans la production, néanmoins, on comprend bien que c'est un enjeu d'aller dans le numérique. Quels sont vos tips pour y aller? Alors, nous, en fait, quand on aborde ces aspects-là avec les entreprises qui nous contactent et qu'on accompagne, on identifie 4 facteurs clés de succès, en fait. Le premier, et je pense qu'il a été déjà pas mal cité dans la matinée, c'est de commencer par les enjeux. Ou la stratégie, c'est ce qu'a dit Jacques Pidou tout à l'heure. Et en fait, ça, c'est la préoccupation quotidienne du dirigeant, c'est de se poser la question, est-ce que mes enjeux du moment, ils sont des enjeux de compétitivité? Et par exemple, dans le secteur de la chimie, comme dans pas mal de secteurs avec les prix des matières premières, est-ce que je vais aller chercher de la compétitivité sur ces enjeux-là et donc, par exemple, mettre en place des technologies qui vont me permettre d'optimiser mon rendement sur mes matières premières. Nous, on a un exemple d'un industriel qu'on accompagne, alors dans l'agroalimentaire, pas exactement directement dans le secteur de la chimie, mais toujours sur des process où des investissements environ 50 000 euros peuvent lui permettre, en augmentant le rendement de la matière première qu'il a trouvé, donc en utilisant du big data et de l'intelligence artificielle, de gagner jusqu'à 250-300 000 euros par an. Donc c'est des enjeux qui peuvent être assez importants. Et le deuxième enjeu d'un dirigeant, ça va être, est-ce que j'ai des opportunités de nouveaux business? Ça, c'est pas nouveau non plus pour un dirigeant. Mais par contre, des technologies peuvent l'aider. On parlait de la traçabilité tout à l'heure. On parlait, et ça aussi, pareil, on a un exemple chez un de nos clients qu'on est en train d'accompagner, où le fait, par exemple, d'utiliser, de pouvoir vendre ce qu'il produit sous forme liquide et non plus sous forme solide, et donc d'avoir une meilleure traçabilité de cuves, puisqu'en fait, il va envoyer sa matière sous forme différente chez ses clients. Tout ce qui va être RFID, GPS, être capable d'avoir des applications custom qui vont lui permettre, ce que disait Georges tout à l'heure, de développer des applications qui leur permettent de mieux suivre ça. Vont leur permettre en fait d'attaquer des nouveaux business et donc de gagner aussi sur ce tableau-là. Donc la première question, le premier facteur, c'est de toujours commencer par se poser la question sur les enjeux. On fait pause et on pose les enjeux. Voilà, c'est ça, exactement. On se pose la question. Cette phrase. Ouais. Ça fait plaisir. Très bien. Le deuxième point, c'est de se dire en fait, on fait pas de 4.0 sans faire du 2.0. Ça, pour le coup, ça c'est notre phrase. Et donc là, l'idée c'est de se dire, on peut mettre plein de technologies. Faut pas oublier que derrière, il y a une organisation, il y a des leviers qui sont connus aussi depuis très longtemps sur de l'excellence opérationnelle, sur de la performance industrielle. Et donc, quand on va mettre une tablette dans les mains d'un opérateur pour faire un tour terrain digital, effectivement, il faut qu'autour de ça, il y a tout l'organisation, le processus qui va faire que quand il y a un problème qui est remonté, il soit traité. Voilà, toute cette organisation, en fait, le digital ne résout pas, en fait, toutes les problématiques. Et donc ça, c'est le deuxième facteur clé. Le troisième, c'est autour des hommes. Et ça, Georges Scheper l'a aussi bien mentionné. C'est qu'en fait, au final, les hommes vont rester dans ces organisations. C'est eux qui vont utiliser les technologies, c'est eux qui vont prendre les décisions. Alors, de plus en plus aidés potentiellement, mais c'est quand même eux qui vont prendre les décisions. Et en fait, quelque part, avec le numérique, on en revient
aussi à des valeurs clés qu'on avait déjà, par exemple, dans le Lean, qui est l'écoute des opérateurs, l'écoute des utilisateurs, en fait, puisque toute la révolution numérique pour des gens comme vous et moi qui utilisons notre smartphone pour faire des choses, c'est venu aussi par beaucoup de l'écoute des utilisateurs, et dans ce cas, les utilisateurs vont être les opérateurs. Et le fait d'entrer dans cette écoute, qui était déjà une valeur forte dans les valeurs, par exemple, prônées par Toyota, et ben en fait, va permettre la réussite de l'intégration des technologies, puisque c'est pour servir les besoins de ces utilisateurs-là, qui ne sont pas vraiment des clients, mais quelque part qui sont le facteur de réussite de la transformation. Des opérateurs. Des opérateurs, et exactement. Là, Merci. Et donc le dernier facteur clé, c'est en fait de se poser la question des données, qu'on parlait des matières premières. La donnée est une des nouvelles matières premières qui est générée, vous en parliez juste avant. Et en fait, il y a peu d'industriels, en tout cas il y en a de plus en plus, mais l'utilisation des données, et notamment dans la chimie, avec des opérations qui génèrent énormément de données et qui peuvent devenir très complexes à gérer seulement avec l'esprit humain. Là aussi, avoir une politique de données qui est claire, connaître des notions, alors je vais utiliser des termes peut-être un peu barbares, mais comme le data lake, comme savoir remonter des données, les concaténer, les visualiser de la bonne manière, ça clairement, c'est des choses qui vont être critiques pour la réussite de la transformation. Ouais. Et on parle beaucoup d'hommes, et d'hommes au sens large, avec un H majuscule, bien sûr. Serge, on voit bien qu'avec cette technologie-là, il y a vraiment un changement en termes d'organisation, des évolutions des compétences. Comment, en tant que PME, on se prépare à ça? D'accord. Alors, je voudrais repartir... Où se trouvent les principaux enjeux de notre point de vue pour le secteur de la chimie? Dans les années 80, on disait que l'informatique et maintenant le digital se voyaient partout, sauf dans les statistiques de productivité. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que finalement, le digital n'est qu'un outil et que la seule façon dont il aura un impact sur les entreprises, c'est si les entreprises adoptent des nouveaux modes de fonctionnement liés à ce que le digital peut permettre de faire, en permettant de prendre des informations de prendre des décisions de manière beaucoup plus informée. Si on regarde donc une entreprise de chimie, alors il y a une diversité assez importante en fonction des natures de procédés, mais il y a deux questions. La première question, c'est où se trouvent les données? Et aujourd'hui, une entreprise de chimie est souvent plus riche sur des données liées à la production. Elle est par contre relativement pauvre, parce que c'est une industrie qui est B2B, sur ce qui se passe une fois que les produits sont sortis de l'usine. Donc c'est un premier élément d'identification de où se trouvent les enjeux. Le deuxième axe à prendre en compte, c'est où se trouvent les enjeux en fait pour les entreprises. Et là, dans le secteur de la chimie, très clairement, le manufacturing, la production et la chaîne d'approvisionnement sont des enjeux qui sont importants parce que cela pèse très lourd dans les comptes de résultats des entreprises. Donc pour nous, les enjeux sont principalement liés à la production et à la supply chain. Parce que ensuite, effectivement, il y a, comme on le disait, des enjeux de nouveaux modèles d'affaires qui pourraient exister. Ceci dit, par rapport à d'autres secteurs industriels, les molécules ne vont pas devenir digitales en tant que telles. Il peut y avoir des nouvelles façons d'utiliser les molécules, mais quand même l'essentiel de la chimie restera une industrie qui va fournir des matériaux qui seront ensuite utilisés par les entreprises aval. Donc si on regarde maintenant le problème des compétences, tout l'enjeu c'est de passer de premières expérimentations vers des choses et de passer à l'échelle. Donc ça passe effectivement par le fait on en parlait ce matin, de susciter de l'intérêt, de susciter du désir pour cette technologie. Donc ça c'est vrai pour tout ce qui est support des opérateurs dans ce qu'on appellerait les modes de travail digitaux, donc fournir des tablettes qui permettent en fait d'enlever un certain nombre d'irritants dans les usines. D'autre part, ce sont des éléments qui permettent de capturer de l'information, qui serviront ensuite de matière première pour développer des stratégies digitales. Le deuxième élément, c'est également, alors c'est plutôt dans un deuxième temps, une fois que les données sont là, c'est comment donner en fait envie à des techniciens, à des ingénieurs procédés, à des ingénieurs de production, de pouvoir utiliser ces données et de les aider à prendre des décisions de manière plus pertinente. Là, il y a tout un questionnement, c'est déjà de pouvoir effectivement s'appuyer sur des data lakes qui permettent d'avoir accès de manière facile aux informations. Je parlais avec des ingénieurs dans un grand groupe de chimie, ils disent que 80% de leur temps,
c'est passer à collecter les données plutôt qu'à les analyser. Donc c'est un élément qui est fondamental. Le deuxième élément, c'est de faire monter en compétence ces ingénieurs et ces techniciens en les outillant de manière différente. Pas forcément besoin d'avoir des data scientists, c'est des choses qu'on peut trouver à l'extérieur, mais en tout cas permettre aux opérateurs, à ces ingénieurs de comprendre comment analyser des données, pouvoir utiliser des analyses statistiques plus avancées. Très concrètement, si je suis dirigeant d'une PME dans l'industrie de la chimie et que je dois faire de l'accompagnement au changement pour aller vers ce type de technologie, comment je fais? Quelles ont été les pratiques très concrètes que vous avez pu observer les uns et les autres dans des PME ou même dans des grands groupes qui pourraient s'appliquer aux PME? Robin? Je pense que très concrètement, beaucoup de choses ont été dites et Georges, c'est ce qu'avait mentionné Georges, que vient de redire Serge, c'est avant tout d'être vraiment focalisé sur un besoin et donc quelque part de commencer petit. C'est-à-dire de prendre une technologie, prendre une problématique très concrète, prendre par exemple un bout de votre usine, telle machine, la maintenance de telle machine qui est la machine clé dans mon usine, et de regarder comment vous pouvez par exemple digitaliser le processus de maintenance, donc les tournées terrain, la commande de pièces, les choses comme ça, sur cette machine-là, plutôt que d'essayer de voir grand tout de suite. En fait, voilà, pas de Big Bang tout de suite, exactement. En fait, c'est vraiment un point clé puisque ça va avoir plusieurs effets. D'une part, pouvoir montrer des succès assez rapidement. D'autre part, être quelque part conforter et conforter la direction, notamment si la direction n'est pas directement ou en tout cas a besoin d'être convaincu, sponsor a besoin d'être convaincu, et puis ça limite aussi le risque qu'on prend, c'est-à-dire que quelque part, au moins de le faire sur un petit périmètre, on ne va pas démarrer sur un cycle d'investissement avec des nouveaux programmes, mettre des capteurs dans toute l'usine, voilà. Le fait on se dit, on prend une machine, un capteur, on développe ou on achète sur étagère une petite application, parce que par exemple, on prend l'exemple de la maintenance, il y a quelques sujets. Je parlais tout à l'heure qu'il faut trouver des nouveaux modèles d'organisation et des nouvelles solutions. Il y a quelques sujets liés au manufacturing dans une usine qui sont à peu près déjà résolus et dont les solutions existent quasiment sur étagère. La maintenance en est un, c'est-à-dire que vous regardez, en fait, il y a maintenant entre 5 et 10 entreprises qui proposent des services très complets de digitalisation de la maintenance qui s'appliquent à peu près à tous les secteurs. Donc ça peut être aussi un choix intelligent de se dire je prends quelque chose un périmètre très précis, très localisé, et puis je vais d'abord commencer par une solution sur étagère avant de me lancer dans un développement et donc quelque part spécifique. Voilà, exactement. Bernard, je vous sens opiner. Oui, je suis très d'accord. Néanmoins, avec des compléments apportés. Oui, je pense que l'approche test and learn est toujours un bon moyen à la fois de communiquer sur les succès, parce qu'on arrive plus facilement à concrétiser des résultats sur un petit périmètre, et puis on se forge aussi une conviction sur le niveau d'ambition qu'on va donner à l'utilisation du digital. C'est-à-dire que si on passe par ces phases d'expérimentation, ça permet au travers de l'expérimentation déjà de tirer un premier retour d'expérience sur le niveau de sophistication qu'on va donner au type de collecte de données, au type de traitement, éventuellement aux besoins de développement d'algorithmes ou d'intelligence artificielle pour habiller l'exercice. Et donc, je pense que c'est pour ça que c'est important de bien trouver, surtout pour une PME qui n'a pas des poches toujours très profondes, de bien trouver le dosage de l'utilisation du numérique et pour tirer le maximum de son usage. Serge, est-ce que vous avez, vous, des applications très concrètes en change management, en accompagnement des personnes, des opérateurs pour aller vers le digital? Je pense qu'un des sujets, effectivement, c'est... Peut-être prendre un exemple de grande entreprise et puis ensuite quelque chose plus pour des PME.
Mais on parle beaucoup, par exemple, de machine learning aujourd'hui, notamment dans les industries continues. Ce sont des algorithmes qui sont souvent un peu des boîtes noires. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir faire accepter à des ingénieurs qui sont extrêmement rationnels que des approches un peu statistiques vont permettre de prendre des décisions optimales, pourtant sans avoir une vraie capacité d'explication. Donc ça, c'est tout un travail qu'il y a à faire, où on co-construit avec nos équipes de data scientists, nos consultants et les équipes de nos clients pour emmener les équipes d'ingénieurs et les techniciens, leur expliquer comment est-ce que ces nouvelles types de technologies peuvent fonctionner pour qu'ils se les approprient et que ce ne soit pas considéré comme quelque chose qu'ils vont rejeter parce qu'ils ne le comprennent pas complètement. Après, si on prend sur des plus petites entreprises, je pense qu'un des sujets, c'est de promouvoir la prise de risque et l'expérimentation. Le digital, c'est une façon peut-être de pouvoir tirer parti à la fois des expériences, je dirais, d'erreurs ou de paramètres qui n'ont pas forcément été définis de manière optimale pour comprendre comment est-ce qu'une unité de production va réagir. Donc c'est de pouvoir, s'il n'y a pas de variation dans une usine, le digital ne sert à rien. Je vais être très transparent, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il faut promouvoir ça et puis pousser effectivement les opérateurs, les ingénieurs à faire des prises de risques intelligentes pour ensuite identifier des modes de fonctionnement qui soient plus optimales. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. C'était Parole d'Expert. On va parler justement des premières étapes dans la suite de l'émission. Ça s'appelle Digital First Step et c'est la deuxième thématique de cette émission. Merci à vous.